Sébastien Auger avec Hugo Blé en direct de l'Elysée. Nous suivrons évidemment l'allocution du chef de l'État en direct sur LCI à partir de 20h, édition spéciale avec David Pujadas et ses invités pour suivre et analyser ses vœux. Julie Arnaud, l'exercice est très codifié, très contraint. Quelles sont les marges de manœuvre pour Emmanuel Macron ? Bien, à la fois la forme et le fond. La forme, en espérant que la pièce, le salon dans lequel se tiendra ses vœux sera bien éclairé. Mais une fois qu'on aura vu s'il est debout, assis, s'il est derrière un pupitre, derrière le bureau du président, on s'attachera bien évidemment et avant tout au fond. C'est un exercice rituel et périlleux. Encore plus aujourd'hui, lors de ses vœux du 31 décembre 2018 pour Emmanuel Macron. Il faudra qu'il trouve les bons mots, MOTS, pour répondre aux mots, MAUX, des Français. Et quels seront justement ces mots ? Tous les présidents ont employé les mots de solidarité, de confiance, etc. Mais là, il va falloir qu'il aille peut-être un peu plus loin, qu'il trouve d'autres paroles, le président de la République. Est-ce que ce sera l'occasion de faire un certain nombre d'annonces ? Des présidents s'y sont essayés. François Mitterrand, 80, sur la réforme de la sécurité sociale. On a vu Jacques Chirac aussi. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui a fait des annonces. En 2013, c'est François Hollande et le pacte de compétitivité pour les entreprises. Mais est-ce qu'on peut se demander si tout déjà n'a pas été mis sur la table par Emmanuel Macron pour répondre à la crise actuelle, ou est-ce qu'il a encore quelques cadeaux entre guillemets dans sa haute élyséenne? Ce seront toutes ces questions qui devront être scrutées particulièrement et on imagine que l'allocution sera particulièrement suivie. Oui, on rappelle que l'an dernier, plus de 11 millions de téléspectateurs avaient suivi les vœux d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Je salue Hélène Pilichowski, bonjour, éditorialiste politique qui nous a rejoint. On sait déjà que l'allocution sera très suivie. Que peut dire le président de la République pour renouer le lien avec les Français en sachant qu'on ne va pas résoudre une crise en une soirée, en un discours ? Jean Lacapelle. Écoutez, je ne sais pas si c'est à Saint-Tropez qu'il a cherché son inspiration, mais c'était à mon avis pas le lieu idéal pour cela. Il a peut-être passé un coup de fil à Benalla en revanche pour lui demander son avis. C'est une deuxième question dont on parlera. Niveau monte. On rappelle qu'il a fait un petit détour par Saint-Tropez. Le niveau monte. L'exercice, non mais... Oui, non mais... Vous comprenez la boutade aussi, mais c'est sérieux, là, on est là pour être sérieux. Justement, mais la gravité des propos aussi, son allocution, moi j'attends pas grand-chose, très sincèrement. La France traverse une triple crise, une crise sociale. Le chômage ne s'inverse pas. On a 9 millions de chômeurs, on a 9 millions de gens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois. C'est une situation difficile. On a une crise fiscale avec un pays qui est champion du monde des prélèvements fiscaux, 48,3%, et rien n'est fait pour inverser cette tendance-là. Et on a une crise politique avec une légitimité du président qui est remise en question et avec une démocratie qui se met en place puisque le peuple ne se retrouve pas dans les institutions. Donc il y a deux solutions. Soit Emmanuel Macron, dans son allocution, dit qu'il comprend les Français et qu'il change de cap. Et il aura peut-être une chance et l'opportunité de pouvoir redresser la tendance. Soit il confirme ce qu'il a toujours dit. Lui et les membres du gouvernement, on ne changera pas de cap. Et à ce moment-là, sa mandature est terminée. Oui, un changement de cap est quand même peu probable. Hein. Et bien donc sa mandature est terminée. Et moi, je ne confirme rien. Je vous écoute. Et j'aurais envie de dire, je vous écoute pour apprendre, parce que vous semblez tous détenir quelque part la forme de vérité. On se pose des questions. Oui, non, mais j'écoute pour apprendre. Et ce que je retiens, c'est qu'on est là devant un phénomène qui m'apparaît un peu inquiétant. On est au deuxième vœu du président de la République. Et quelques-uns autour de cette table, et puis c'est pas mal répandu dans la société, commencent à dire est-ce qu'il va finir son mandat ? Est-ce que le mandat est déjà fini ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et en fait, on remet en cause les éléments fondamentaux de la Ve République, des institutions, qui sont encore applicables, n'en déplaise à beaucoup de monde, et qui sont celles du respect du suffrage universel. Le suffrage universel, il a donné Emmanuel Macron, président de la République, en mai 2017. Et ça, il ne faut pas l'occulter, parce que quel que soit l'occupant ou l'occupante du poste derrière Emmanuel Macron, les institutions qui seront alors en cours devront être respectées. Et là, j'ai le sentiment d'une manière un peu insidieuse, on en vient petit à petit à remettre en cause le principe même que le président puisse finir son mandat, et je trouve ça inquiétant pour le respect des équilibres démocratiques et républicains. Je ne parle pas de la mandature. Je ne parlais pas forcément de vous, excusez-moi. Non mais moi, je vous réponds, parce que je parle du mandat politique. Est-ce qu'il sera en capacité de continuer ? Soyez plus précis. Donc, vous voyez, c'était donc à moi que vous adressiez. C'est donc à moi que vous adressiez. Mais le mandat politique sera terminé, bien évidemment. Parce qu'il ne sera plus en capacité d'abord de réformer. Et deuxièmement, il a aujourd'hui une crise d'autorité. Je vous répondrai tout à l'heure sur le taux d'implication des députés Front National à l'Assemblée nationale. Monsieur, il a été élu. On voit bien que son cap, finalement, on voit bien que le cap qu'il a choisi
ne convient pas aux Français. La majorité des Français soutiennent le mouvement. Je n'ai pas autant de certitude des Gilets jaunes, qui est vous. l'expression populaire. Oui, 10 000 personnes dans la rue la semaine dernière. Soit il continue. Essentiellement des militants de chez vous d'ailleurs. Monsieur, ne faites pas comme Emmanuel Macron. Non, je ne fais pas comme Emmanuel Macron. Ne continuez pas à être arrogant comme ça et à ne pas écouter ce que les gens expriment. Vous avez bien. C'est là. Tournez votre fiche là. Tournez votre fiche parce que. Vous êtes d'une arrogance. Mais vous êtes à l'image de Emmanuel Macron. Si vous voulez. Finissez votre phrase, Jean-Luc Lacapelle. Soit en effet, eh bien, Emmanuel Macron reste têtu et continue à ne pas changer de cap. Et à ce moment-là, moi je vous le dis, sa mandature politique est terminée bien sûr. Soit il change de cap et il met en place les réformes et il écoute, il écoute les Français sur un certain nombre de sujets, notamment sur la représentation populaire, par exemple, et sur le référendum. Je ne suis pas persuadé qu'il s'inspire de vous pour parler ce soir. Ben écoutez, monsieur, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un débat sur ce plateau-là. Vous savez qu'il y a un débat électoral qui aura lieu. Et nous verrons bien, lors des élections européennes, si le peuple écoute votre voix. Comme on l'a vu au mois de mai. La voix du Rassemblement national. La parole à Hélène Pilichowski. On peut se demander... Dans un débat et pas dans un duel. Bien. On peut se demander si le je vous rappelle que vous président... êtes arrivé en retard pour le débat. Non, je suis arrivé quand on m'a demandé d'arriver. Vous êtes là, c'est l'essentiel, Hélène Pilichowski. On peut se demander si le président... C'est vrai que j'ai beaucoup de soutien d'Emmanuel Macron là, autour de la table. Ben oui, on fait un débat fois, équilibré et assez critique. Florian Silvouti, si vous l'aviez entendu tout à l'heure, était très critique. Je parlais de madame. Ah bon, parce que j'ai parlé? Non, mais j'ai observé. Laissons la parole à Hélène Pilichowski. Je n'hurle pas avec les loups. Je n'hurle pas avec les loups, c'est tout. Bien. Est-ce que le président aura encore assez de marge de manœuvre pour mener les réformes qu'il veut mener? On pense au dossier des retraites, à la réforme de l'assurance chômage, à la réforme de la fonction publique, au débat sur la PMA. Il y aura beaucoup de chantiers très sensible. Bien sûr. Alors, si on part de ce soir, si vous voulez, à partir du moment où il va définir peut-être ce qu'il veut faire, il est évident qu'il est dans une très très mauvaise posture aujourd'hui. Personne ne peut le nier. Et puis, si ce soir, il va parler une dizaine de minutes, je crois, entre 10 et 15 minutes, vraisemblablement, on va tendre le micro après à tous les gens qui représentent des orientations des partis politiques, c'est-à-dire depuis Marine Le Pen, en passant par Florent Philippot, en passant par Nicolas Dupont-Aignan, et puis Thierry... Laurent Wauquiez, et puis après donc on va passer à la gauche jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Donc en fait, on va avoir pendant les minutes qui suivront l'intervention du président de la République une salve de critiques acérées à celui qui trouvera la meilleure formule pour dire qu'il n'a rien dit ou tout ce qui est à dire est à jeter à la poubelle. C'est ça qui va se passer. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a que des oppositions, une multitude d'oppositions et très très peu de soutien, contrairement à ce que vous affirmez. Donc c'est compliqué. La marge de manœuvre est très étroite, parce que soit il dit qu'il veut prolonger, qu'il veut mener à bien malgré tout son programme, donc ses réformes, et là on va dire il n'a pas écouté les Français, il n'a rien compris, il n'entend pas le peuple, ça c'est certain. Soit il recule, il va essayer de proposer quelque chose qui peut effectivement pacifier. Je me demande quoi? Je me demande quelle peut être la recette magique. Et à ce moment-là, on va dire, il a dit qu'il renonce, donc il ne peut plus être président parce qu'il ne peut plus rien faire. C'est très très compliqué pour lui. Je pense que la seule petite voie étroite dans laquelle il peut s'orienter, c'est de dire... Le pays a besoin d'ordre, le pays a besoin de concorde, à la fois c'est autorité, quand même, je garde l'autorité qui m'est donnée par le suffrage universel et en même temps le rassemblement. C'est ce que les Français veulent entendre, l'autorité et je crois, et le parce que pendant longtemps, avant qu'Emmanuel Macron descende de manière vertigineuse au fin fond de l'impopularité, la qualité majeure qui lui était reconnue, c'était l'autorité. Dans tous les sondages le disaient, etc. L'autorité numéro 1. Donc je pense que les Français n'ont pas tous renoncé à un pouvoir qui agit avec une certaine autorité, ne serait-ce que pour rassembler les Français. Florent Silvouti, vous qui êtes spécialiste en communication de crise, quels sont les pièges à éviter pour le chef de l'État ce soir? Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas on se doute qu'il n'y aura pas de très grandes annonces, que c'est un exercice qui est très codifié, très rituel, avec peu de marge de manœuvre, mais il ne faudrait pas qu'il rajoute de l'huile sur le feu. Exactement, c'est d'ailleurs le risque principal, qu'il reste dans la communication la plus consensuelle possible. D'abord parce qu'encore une fois, et il faut insister là-dessus, les vœux du 31, ça n'est pas le moment de faire de la politique politicienne pour le président de la République. Là où le président de la République et ses équipes devraient écouter Hélène, c'est que il n'a jamais été aussi écouté et salué que pendant cette campagne présidentielle et pendant les premiers mois de son accession présidentielle, parce qu'il avait réussi à offrir aux Français une mise en scène de resacralisation et de
représentation. Je n'ai pas réussi à dire Présidentialisation. De ces fonctions. C'était un risque évident. Il faut dire qu'on partait de bas. C'est ça, exactement. Et voilà. Et d'ailleurs, il avait été élu contre les erreurs de ses prédécesseurs. Et la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir perdu la main aujourd'hui. Il y a quand même un point qui est un atout pour Emmanuel Macron, c'est que la parole politique, même s'il y a une défiance incontestable qui s'exprime dans une partie de l'opinion publique, elle n'a jamais été aussi attendue. On a vu, même s'il a, à mon sens, déjà beaucoup trop parlé, Emmanuel Macron, on a vu l'attente qui s'exprime des Français à l'égard de la parole politique, puisqu'il a même battu un record historique d'audience pour la parole présidentielle. Il doit s'en saisir et en faire un atout. Oui, cette dernière intervention, justement pour répondre à la crise des Gilets jaunes, avait été vue par plus de 23 millions de téléspectateurs. C'est incroyable. C'était un record. Écoutez justement ce qu'attendent les Français de ces vœux. Nous sommes allés leur poser la question. Il va souhaiter que le dialogue s'établisse mieux entre les différentes classes sociales. Par rapport à ce qui se passe, qu'il annonce des bonnes mesures pour ceux qui gagnent leur vie difficilement. Il faudrait d'abord qu'il se dégage de tous ses conseillers qui ne sont pas dans la vie réelle et puis qui reviennent, qui descendent sur terre, quoi. Voilà. Qu'ils soient un peu plus proches du peuple. On a compris qu'il y avait encore des attentes, peut-être un peu d'espoir. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, loin de là, pour le président de la République. Enfin, on peut l'interpréter comme ça. Bruno Kettel. Effectivement, tout n'est pas perdu, je vous remercie de le souligner. Je pose des questions. Je vous remercie. Voilà, je l'évoquais tout à l'heure, tout arrive effectivement. Le débat, il est celui pour ce soir d'une allocution entre 10 et 20 minutes, parce que je vois déjà qu'on commence à ragoter sur le nombre de minutes exactes pendant lequel il va s'exprimer. Il est aussi celui du message au fond délivré. Et moi, j'aspire vraiment, comme député de la majorité, à ce qu'il soit en capacité, je n'en doute pas, mais surtout en situation de poser aussi les enjeux de l'année et des 2 années à venir. Il y a le scrutin européen, ça a été rappelé par M. Lacapelle tout à l'heure. Le scrutin européen, alors il y en a certains dont lui-même, M. Lacapelle, se félicite qu'on arrache le drapeau des poteaux. Bientôt, on incitera à les brûler. Moi, je souhaite que l'Europe soit au cœur du débat dans les semaines et les mois à venir pour justement poser les vrais enjeux des politiques publiques nationales menées aujourd'hui, parce qu'il faut arrêter de faire croire aux Français que les Français vivent seuls en vase clos d'un point de vue économique et social, et qu'il suffirait d'entourer l'hexagone de piliers en bois pour que tout aille mieux, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jean Lacapelle. Il est évident qu'il faudra, je crois qu'on en sera dans un exercice de communication ce soir, on sera dans un exercice de style, et je crois que les Français n'attendent rien. C'est demain. C'est dans l'action, et c'est dans les prochaines semaines, en effet, que les Français attendent des réponses concrètes de la part du chef de l'État sur un retour à une paix fiscale et un retour à une paix sociale. C'est ce qu'ils demandent, et il faudra des actes clairs et nets, car aujourd'hui, ils ont un problème de pouvoir d'achat, et ce problème n'a pas été réglé. Très peu de Français sont concernés par les mesures qui ont été annoncées, et je rappelle que 50% des Français vivent avec moins de 1 500 € par mois. 50% des Français. Et qu'aujourd'hui, on ne règle pas ce problème-là. Il y a un problème de démocratie, on l'a dit, les Français ne se retrouvent pas dans les institutions, donc le référendum d'initiative citoyenne qui a été recommandé par les Gilets jaunes. Je rappelle que Marine Le Pen, depuis un certain nombre d'années, le proposait, et dans ses engagements lors de l'élection présidentielle, proposait le référendum d'initiative populaire. Donc nous sommes bien sûr très attachés à cela. Il faut le mettre en œuvre. Quand j'entends aujourd'hui le patron du mouvement, La République En Marche, qui semble très suspicieux sur l'efficacité de ce référendum, je dis attention. Donc je crois que c'est une revendication très forte, et il faudra la mettre en place, mais il faudra l'accompagner. Attention à ce que vous mettez dedans. Il faudra l'accompagner par un mode de scrutin qui doit évoluer vers une proportionnelle intégrale. C'est aussi important pour que tout le monde puisse se retrouver dans les institutions parlementaires. Jean Lacapelle, le grand débat national qui est organisé par le gouvernement, qui va s'étaler sur 3 mois, est-ce que ce n'est pas une manière de répondre justement aux demandes, aux besoins de plus de démocratie de la part des Gilets jaunes? Si ce débat-là, en effet, aboutit à des décisions claires et nettes en faveur du peuple français, en quelque sorte, je dis oui. D'accord ? Maintenant, si c'est une manière, une tactique pour essouffler le mouvement des Gilets jaunes, ça n'est pas bien. Si c'est 3 mois de blabla et que ça n'aboutit à rien, ce n'est pas bien aussi. Il y a un sujet
Emmanuel Macron, dans sa dernière allocution, pendant la crise que nous traversons, s'était engagé à ce que l'immigration soit un sujet intégré dans ça fera ce partie du débat. Il semble que ce soit plus un sujet principal mais et que ce soit éventuellement noyé dans le reste des sujets. Première à Je rappelle qu'une enquête a eu lieu la semaine dernière. Dans le fantasme permanent. Il y a une enquête la semaine dernière qui a été établie. Les Européens ont été interrogés dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le premier sujet, la première préoccupation, 40% des Européens disent que c'est le problème de l'immigration. Le second, le problème de l'islamisme. Ces deux sujets-là doivent être. Ces deux sujets-là, il devait être un chapeau d'un des chantiers de discussion. Ça ne l'est plus. Mais en tout cas, ça ne l'est plus. Et donc je suis très inquiet, très sincèrement, sur la sincérité de ce débat-là, même si je souhaite, bien évidemment, qu'il débouche sur des décisions concrètes en faveur des Français. Hélène Pilichowski, est-ce que c'est une manière de ce grand débat pour le président de la République de reprendre un petit peu la main et puis de répondre aux inquiétudes des Français? Je voudrais juste préciser à propos des préoccupations des Français que vous dites que donc il y a des sondages qui affirment que l'immigration et la sécurité seraient les préoccupations majeures des Français. Je vous rappelle quand même que là, le débat est motivé par le problème du pouvoir d'achat qui anime les Gilets jaunes depuis 1 mois et demi maintenant. Et donc il est temps effectivement de voir comment et par quels moyens, qu'est-ce que le... C'est lié avec le pouvoir d'achat, madame. Voilà, ok, on poursuit le débat. Je voulais juste parler du débat. Un mot et après on marque une courte pause avant de se retrouver. Le débat, c'est très difficile de croire qu'il va en sortir beaucoup de choses et que ça va très bien se passer. C'est très compliqué d'organiser des débats. Partout, regardez une ville comme Grenoble que je connais bien. On marque une courte pause. Promis, je vous redonne la parole juste après. Excusez-moi, je voudrais juste finir là-dessus. Oui. Et après, on parlera également de l'affaire Benalla. À tout de suite. Deezer vous offre le Grand Noël avec Clara Luciani, Brigitte, iPhone, Cats on Trees, Camélia Jordana. 29 artistes de la pop française réinterprètent les plus grands tubes de Noël. Le Grand Noël, une création originale à écouter sur Deezer. Tu vas où? Je viens de changer de banque. On part en week-end à Rome. Je t'attends dans la voiture. Avec Fortunéo, c'est comme si vous profitiez déjà de vos économies. Jusqu'à 360 € d'économie et la carte Gold American Express gratuite. Fortunéo, c'est pour ça que j'aime ma banque. Victor, tu vas nous manquer. Finalement, non. Ah, si tout pouvait être aussi simple qu'Euroassurance. Avec Euroassurance, changez d'avis à tout moment pour votre assurance auto. Et vous pouvez économiser jusqu'à 340 €. Ah, comme il est mignon, ce bébé dans la mer. Pas assez fort pour Monster Legends. Vite, nourris-le. Plus. Et maintenant, crée ton équipe. Qui est prêt à se battre? Transforme les bébés monstres en bêtes féroces. Super RPG. Essaye-le. Ouais, t'es une légende, mon pote. Monster Legends. Télécharge maintenant. C'est gratuit. Inspiré par le génie de Beethoven, par la grandeur de Napoléon, par l'imagination de Jules Verne, stylo plume de collection. Des modèles exclusifs dédiés aux grands personnages de l'histoire, avec des designs extraordinaires qui les rendent uniques. Stylo plume Beethoven, 4,99 € chez votre marchand de journaux. Altaïa. Alors, ils en sont où des cadeaux? Je vois le drone pour le petit, le DVD pour la mamie. Je vois rien pour tonton Jean-Paul. Oh non, ils l'ont encore oublié. Eh oh, vous avez oublié Jean-Paul. Pochette cadeau illico, il est encore temps de faire des heureux. Chaque jour est une chance. FDJ. La pochette cadeau, c'est que pour les plus de 18 ans. Mais il a quel âge tonton Jean-Paul? 3 fois 18 ans. On est bon. Bienvenue à Dragon City. Tu peux y construire et cultiver de la nourriture. Viens collectionner des centaines de dragons différents. Nourris-les et fais-les évoluer. Reproduis des dragons pour en créer de nouveaux. Participe à des combats épiques. Dragon City, où le fun n'est jamais loin. À télécharger gratuitement.
Atlas du cosmos National Geographic. Une collection pour contempler et comprendre le spectacle du cosmos. Le volume 1, 3,99 € seulement. Messieurs, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que Chin Chin Spécial Fête est un véritable succès. La moins bonne, c'est que l'offre est jusqu'au 15 janvier. Vous avez compris? On y retourne. Oh non, pas encore lui. Chin Chin Spécial Fête, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, cette affleux. Dispositif médical. Inspiré par le génie de Beethoven, par la grandeur de Napoléon, par l'imagination de Jules Verne, stylo plume de collection, des modèles exclusifs dédiés aux grands personnages de l'histoire, avec des designs extraordinaires qui les rendent uniques. Stylo plume Beethoven, 4,99 € chez votre marchand de journaux. Altaïa. On se retrouve pour la suite de notre grand débat avec Jean-Lin Lacapelle, vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d'Île-de-France. Bruno Kettel, député de La République En Marche de l'Eure, est toujours avec nous. Hélène Pilichowski, éditorialiste politique. Florian Silnicki, fondateur de l'agence La Frenchcom. Et notre expert politique, évidemment, Julien Arnaud. Hélène Pilichowski, sur le débat et l'enjeu de ce soir, vous disiez... Je disais que les résultats sont assez improbables. Il ne faut pas être oiseau de mauvais augure, bien évidemment, mais c'est très très compliqué d'organiser des débats et qui soient positifs à la fin. Parce que les personnes qui souhaitent participer sont préoccupées par leurs propres problèmes. C'est-à-dire que souvent des débats se terminent par une énumération des desiderata de chacun et il est extrêmement difficile de trouver des consensus, de trouver des lignes, d'abord de limiter les sujets et en plus de déboucher sur des résultats. Je vous interromps, Mme Pilichowski, parce qu'on va partir à Paris, dans une caserne de pompiers, où Christophe Castaner va s'exprimer sur le dispositif de sécurité.